La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le samedi, journal des amis de la rédaction, avec la participation de Moubouma Chéri, politologue, professeur Samuel Yemei, qui est le recteur de l'université Good Samaritan en Caroline du Nord et également membre de la rédaction. Christian Ngombe, spécialiste des questions de sécurité. Nous attendons l'arrivée de Georges Tiba, qui a quelques soucis techniques. Georges, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Nous parlons aujourd'hui de, une fois de plus, la crise en RDC, une crise qui résulte, il faut le dire, d'un complot international contre ce pays, car nous voyons que parmi les parties prenantes, il y a aussi bien des Africains que des Occidentaux. Pourquoi on parle ici du partage du gâteau, notamment des richesses de la RDC? Alors, pour ouvrir ce journal, je voulais d'abord saluer le professeur Yemei, qui n'est plus venu depuis quelques temps. Salut, professeur. Bonjour, Jean Lewis, et bonjour à tout le monde. Hey, salut, professeur Moubouma. Salut, bonjour à tout le monde, merci. Et à toi, Christian Ngombe, l'habitué de la radio. Alors, je disais au début, nous allons ouvrir cette réflexion, ce débat sur les enjeux de la guerre en RDC. Professeur Yemei, vous allez ouvrir le bal avec ces enjeux. Eh bien, ici, il s'agit justement d'un problème d'intérêt en RDC. C'est une mastodonte, un scandale géologique qui suscite convoitise de partout. Professeur Yemei, c'est à vous. Bon, le problème remonte déjà à la conception de ce qui est devenu la RDC aujourd'hui, l'État indépendant du Congo depuis 1885. C'était un pays qui était conçu comme indépendant avant les indépendances. Indépendant, non en tant qu'un pays qui devait être souverain, qui pouvait décider de lui-même, mais indépendant dans le sens qu'il n'appartenait qu'à une seule personne, personne d'autre n'avait le pouvoir de donner des ordres, donc ça appartenait à Léopold II. Et finalement, ça a été légué, si vous voulez, à la Belgique en 1908, avant que finalement, en 1960, il devienne indépendant. Alors, les enjeux, c'est quoi? C'est parce qu'on a remarqué de par sa position par rapport à l'Équateur, il y a toute une bande là vers l'Est qui descend jusqu'en Afrique du Sud où il y a beaucoup de minéraux et dans le contexte actuel, tous les minéraux stratégiques dont le monde a besoin dans la transition énergétique, surtout dans l'industrie automobile, pour passer de moteurs à essence ou bien à gasoil, donc à des moteurs électriques. Donc, tout ce dont on a besoin, et puis la technologie de l'information avec les téléphones, le laptop, les tablettes, tout ça. Alors, tout ce qu'il faut comme coltan, comme lithium, comme cobalt, comme, même cuivre, zinc, tout cela se trouve au Congo à grande quantité. Alors, maintenant qu'il y a la Chine qui sait aussi non seulement improviser, mais hissée comme une puissance militaire, technologique, économique dans le monde et qui fait la concurrence maintenant aux États-Unis et même à la Russie, au Japon et aux autres. Donc, il y a une guerre de positionnement sur le plan géostratégique et géopolitique. Alors, tout ce qu'il faut pour arriver à une certaine prépondérance se trouve au Congo, alors ça devient comme une belle femme là sur laquelle tout le monde se précipite. Alors, ce qui est mauvais, c'est que il y a des gens qui veulent prendre les richesses du Congo gratuitement et par force. Voilà. Voilà, M. Mbouma, donc vous voyez que pour les prendre par force, il faut donc créer une espèce de zone d'instabilité dans cette région. C'est à vous. Bien sûr. Je crois qu'il faut... Excusez, j'ai un peu de problème de gorge. Je crois que la crise dans la sous-région d'Afrique centrale, animée par le Rwanda, ne se limite pas seulement au Congo-Kinshasa. Ça atteint également le Congo-Brazzaville. Donc, c'est une volonté qui anime
le régime de Kagame pour pouvoir compter comme le leader maximaux dans cette sous-région. Il faudrait quand même revenir un peu à l'histoire du pays. Très brièvement, je crois qu'il faut qu'on le sache. C'est quand même le Congo, les Congos, bleu, blanc, pardon, vert, jaune, rouge, et puis l'autre, c'est-à-dire Kinshasa et Brazzaville, était une partie qui était des parties soustraites par rapport à l'unité de ce Congo-là, soustraite de l'Angola. Donc, le problème qui accable le Congo-Kinshasa et qui accable également par ricochet le Congo-Brazzaville, en raison de tout ce que nous savons par rapport à l'implantation des Rwandais de façon peu cavalière dans les régions du Congo-Brazzaville, montre bien que la situation dans laquelle se trouve la sous-région risque d'embraser tout le Congo, au pluriel. On le verra dans la suite. Dans un premier temps, essayons de voir l'aspect de la ruée, justement, sur ces matières premières et qui fait de cette zone une zone de non-droit pour ceux qui ont besoin de ces ressources. C'est un peu comme, voilà... c'est pas des zones de non-droit. C'est pas des zones de non-droit. Le Congo ils veulent faire de cette zone une zone de non-droit pour piller ces ressources. Mais justement, c'est la volonté de Kagame et du Rwanda. Absolument. Et là, ça ne se limite pas seulement là. Il s'agit d'un problème de tribalité aiguë. C'est les Tutsis qui veulent dominer la région. Donc, moi, je n'ai pas de ressentiment vis-à-vis des Tutsis. Tout le monde sait bien que j'étais marié à une Tutsi, mes enfants sont nés de parents Tutsis, etc., etc. Donc, je n'ai rien à dire. C'est une information que vous nous donnez. Ah non, non, mais je suis obligé de le dire parce que beaucoup le savent d'ailleurs. Donc, je n'ai pas de ressentiment contre le Rwanda. Bien au contraire, je suis vraiment très touché par l'effort d'incompréhension totale qu'affiche le président Kagame par rapport à la situation créée délibérément par son régime dans la sous-région. Ça, c'est déjà un premier point à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne le complot en lui-même, qui est à l'origine de la déstabilisation du Congo-Kinshasa, parce qu'on y viendra sur les rapports ambigus qu'il y a également entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville par rapport à ce que je disais au début de mon introduction. Donc, il y a effectivement c'est un complot délibéré mené par le régime de Kagame contre les Congos. Peut-être pas contre l'Angola, mais j'ai des soupçons à ce niveau-là. Donc, il nous faut vraiment être attentifs parce que le travail fait par Kagame dans le but de s'enrichir aux dépens du Zaïre est une méchanceté gratuite. Est une méchanceté gratuite dans la mesure où le Congo-Kinshasa a aussi des problèmes d'économie à régler. Et si le Rwanda vient s'interposer là-dedans, juste pour pouvoir alimenter les forces internationales, les puissances qui soutiennent cette action-là, je crois qu'il y a un problème sur lequel nous devons nous appesantir, nous, intellectuels africains, et nous, intellectuels congolais et de la sous-région d'Afrique centrale. Il faut qu'on puisse vraiment pencher sur cette question gravement, parce que nous risquons d'assister à l'embrasement de cette sous-région-là. Bon, on verra, nous reviendrons là-dessus sur la conclusion qui sera la vôtre. Alors, Christian Nwangombe, rapidement, essayez de nous ramasser. Le doyen Bouma parlait d'incompréhension de Kagame. Non, Kagame sait ce qu'il est en train de faire. Il est un vassal, donc représentant de cette communauté, entre guillemets, qui justement l'utilise pour se procurer ces ressources de façon illégale. Car on veut tout prendre à la limite gratuitement. Alors, Christian Nwangombe,
on parle de ce complot international dont le but est simplement de créer une instabilité dans cette région de l'Afrique pour justement se procurer à bas prix, j'allais dire, ou gratuitement les ressources de la RDC. Oui, bonjour à tous. Donc, activez la cloche de notification, abonnez-vous massivement. Nous continuons là un travail de sensibilisation. Nous savons que le partage de ressources ne se fera pas parce que nous avons l'empire Imatouti en face du Rwanda qui n'ont de limite que l'horizon. Donc, on met quelqu'un qui n'a de limite que l'horizon. Il arrive, il constate, il vient tout ravir. Donc, pour ne pas se répéter, c'est une invasion, c'est le génocide, c'est la complicité de génocide des grandes puissances, comme a été en 1993. Voilà un chef d'État qui est défait, qui est abattu, des corps constitués militaires, représentation diplomatique onusienne, un général d'armée canadien qui rend compte, mais USA et France voient qu'est-ce qui se passe, ils n'interviennent pas. Il y a le phénomène actuel Tinzawaten. Donc, les militaires vont dans une intervention et le commandement qui donne les coordonnées géographiques, position. Là, nous parlerons vous anticipez déjà sur les fameux infiltrés. Oui. Nous verrons comment la guerre est difficile à partir justement de… Garmin, ce sont les cartes. Les mêmes qui font les cartes, et ils mettent carte sur carte. Et c'est une confusion totale, pour commencer. Voilà, professeur Yemé, je reviens à vous. Alors, professeur, j'ai à l'esprit ce qui s'est passé dans le transfert du pouvoir de M. Kabila à Tshisekedi. On pensait à l'époque que c'était un transfert pacifique, que c'était un exemple. Mais finalement, avec le temps, je me rends compte que c'était pour Kabila un moyen de léguer à Tshisekedi le fardeau de ce qu'il aura signé comme contrat avec ses parents, on peut le dire, rwandais. C'est-à-dire que Tshisekedi, conscient du fait que les accords qu'il avait signés étaient des accords compromettants, eh bien, il a vite fait de se retirer à pas feutré du pouvoir, d'éviter qu'il y ait, justement, il n'y a pas eu des mouvements violents pour le transfert de ce pouvoir. Est-ce que, alors, Tshisekedi, fils du pays, ayant reçu accéder au trône, a finalement constaté qu'il y avait là des accords signés entre l'ancien régime, donc celui de Kabila et même de Mouzé, avec les Rwandais, et c'est vu dès le départ face à une difficulté. Et donc là, est-ce que vous pouvez revenir sur l'ancien mandat, le tout premier mandat de Tshisekedi pour essayer de nous montrer, faire un éclairage sur les difficultés rencontrées par Tshisekedi à commencer à casser justement certaines clauses de ce contrat entre l'ancien régime Kabila avec celui de Kagame? Bon, c'est simple parce que il faut remonter même à Kabila, le véritable Kabila, Mouzé, qui s'est fait accompagner des Rwandais dans le but de renverser Mobutu sans connaître les en-dessous de cette opération, du moins par rapport au Rwanda et puis à leurs occidentaux. Donc, Kagame, dans l'accord de l'Emera, il avait signé donc des accords pour pouvoir donner, je ne sais pas moi, 300 kilomètres de notre territoire au Rwanda, ce qui est un non-sens. Et puis, que ces gens-là puissent participer à la politique, donc dans les institutions, dans l'armée, dans tout ça. Alors, on l'a éliminé parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait été roulé par le Rwandais. Les Rwandais voulaient plutôt prendre le pays. C'est ainsi qu'il avait chassé cette armée. Et en chassant l'armée, les gens qui s'étaient présentés à lui comme Congolais sont partis avec cette armée. Donc, ils se sont identifiés aux Rwandais parce qu'ils étaient effectivement Rwandais. Bon, maintenant, on l'a tué et on l'a remplacé par un pantin qu'on a surnommé son fils alors qu'il est rwandais de père et de mère. Donc, oui, c'est pour dire que celui-là, pendant 18 ans, presque 20 ans, tout ce qu'il a fait comme travail,
c'est implanter et les Rwandais, les infiltrer dans toutes les institutions, même parmi les gens qui vendent de la braise là-bas, il y a des Rwandais, partout. Les commerçants, dans les politiciens, les professeurs d'université, on a tué les vrais Congolais, on a remplacé par des Rwandais. Partout, on a mis des Rwandais. Alors même quand il est parti, il était sûr donc d'avoir bien préparé sa base. Il était sûr. Donc, il n'a pas transféré le pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi a gagné les élections. Mais on a parlé d'un transfert pacifique du pouvoir. Transfert pacifique, bon, ça c'est allant de soi. Lorsqu'on considère la constitution de la RDC, que le mandat est terminé, il y a quelqu'un qui a gagné les élections, il faut être élégant, il faut transférer. On le fait même ici, bien qu'ici, il y a aussi des problèmes où les gens ne veulent pas transférer donc pacifiquement, comme l'époque de Trump avec Biden. Donc, ça existe partout, mais il était obligé par la loi de faire ce transfert pacifique parce qu'il n'avait plus d'arguments. Il avait épuisé ses 2 mandats. Mais maintenant que Tshisekedi a pris le pouvoir, et il a essayé de travailler pour qu'il n'y ait pas de rupture, pour qu'il y ait continuité de l'État. Il y avait des dossiers sur la table, mais il les a compulsés. Et en compulsant les dossiers, il a circulé partout dans le monde. Et vous avez vu les gens de FCC, les autres, ils étaient toujours contre le fait que Tshisekedi circulait. Pourquoi il dépense l'argent, il fait ceci? Mais en circulant, Tshisekedi a découvert donc la substance peut-être qui n'était pas apparente de certains accords. Oui. Alors, par exemple, le code minier, on parle du code minier, on parle des aéroports qu'il a fermés dans cet est du pays. Oui, donc il a découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas connues, que Kabila avait très bien ficelées. Et en découvrant toutes ces histoires-là, lui, maintenant, en tant que fils du pays, de père et de mère, il y a des choses qu'il ne veut pas accepter. Il ne pouvait pas aliéner son territoire, aliéner les richesses du pays, aliéner l'armée ou la population, et puis donner des avantages aux non-nationaux. On veut bien qu'on collabore avec d'autres pays, mais il y a des secteurs stratégiques où il faut avoir des patriotes. Il ne faut pas mettre n'importe qui. C'est ainsi qu'il a utilisé un terme quand il était ici aux États-Unis, qu'il allait déboulonner le système. Et mais monseigneur, il n'avait pas les moyens de sa politique. Le système était infiltré, j'allais dire, et puis dans nombre de cas, cette armée était presque une armée rwandaise dirigée par les Rwandais. C'est ça justement ce que je dis, qu'il a donc compulsé les dossiers, il s'est rendu compte de la réalité. Donc le pays était déjà vendu, le pays était déjà, comment je peux dire, miné. Alors lui, il a travaillé systématiquement pour enlever boulon par boulon. C'est ce qu'il a appelé déboulonner. Il a fait ça dans le système. Et il a floué Kabila, il a floué tout le monde, il s'est fait passer pour bête, pour quelqu'un qui ne comprenait rien, mais pendant ce temps, il s'est préparé, il a envoyé des jeunes gens faire des entraînements pour devenir des militaires, des vrais militaires congolais, non des Rwandais, alors des commandos et tout ça, et puis il a ressuscité toutes les unités spéciales que Kabila avait démantelées. Il avait laissé le Congo sans force pour défendre le territoire. Et puis en 2000, je crois, 17 ou 18, Kabila avait fait défiler des hélicoptères, des tanks, là, comme on appelle, de désarmement lourd, de blindés et tout ça. Et puis tout cela avait disparu. Il avait envoyé ça au Rwanda. Donc il avait déplumé le Congo, de manière que le Congo ne pouvait pas se défendre. Et la sécurité était entre les mains des Rwandais. Ils contrôlaient toutes les frontières congolaises. La plupart des généraux, c'était des Rwandais. Alors, c'était devenu très compliqué. Mais Tshisekedi est allé calmement pendant 2 ans. Il a travaillé avec ces gens-là et il a soutiré beaucoup d'informations. Et quand il a compris qu'il ne pouvait pas avancer parce que faisait le compliqué, il a fait une rupture avec FCC Cash. Et maintenant, il a commencé, comme on appelle, l'Union sacrée pour continuer maintenant à diriger le pays selon sa vision. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Tshisekedi a fait un travail de fond très sérieux. Il a connu beaucoup d'attaques, beaucoup de pièges, beaucoup de problèmes. Il a pu donc
s'est faufilé dans les méandres de tous les plans machiavéliques qui étaient déjà mis en place. Et finalement, il s'est tapé une armée sur laquelle il pouvait compter, bien que c'était encore infiltré au niveau du haut commandement. Et jusqu'ici, cette armée, on le sent, est toujours infiltrée. Oui, toujours infiltrée. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a aussi un problème juridique qui se pose. Si quelqu'un a été chez vous et vous l'avez accepté comme président, c'est difficile après avoir fait tous les 2 mandats que vous commencez à dire qu'il est étranger. Si quelqu'un a été gouverneur, vous l'avez accepté comme gouverneur, il a fonctionné en tant que tel. Et puis après, c'est difficile de commencer à dire que cet homme n'est pas congolais alors qu'il était gouverneur au Congo. Donc, si par exemple quelqu'un a été là, on l'avait accepté selon les accords de mars 23, quelque part là, et ils étaient des généraux. C'est difficile de les chasser tous, dire que vous n'êtes pas des généraux congolais, vous êtes des Rwandais. Alors, il y avait ce problème-là. Tshisekedi a commencé maintenant à faire partir ces généraux, certains dans une retraite prématurée, et puis s'en débarrasser, mettre les autochtones, et à certains niveaux de commandement commencer à changer. C'est ce qui a permis donc à la RDC de subsister jusque maintenant. Maintenant, là, c'est la plus grande trahison qu'il y a eu à Goma parce que l'Union européenne et certaines autres puissances ont mis du paquet. Ils ont mis de l'argent et pendant longtemps en train de cibler les commandants des régions de défense et ils ont casqué beaucoup d'argent, des millions pour le corrompre. Et c'est comme si ce n'était pas suffisant, ils sont descendus même au niveau des soldats. Quand ces gens sont arrivés à Goma et que M23 voulait entrer, on a tué le général, et ces gens étaient déjà dans les entrepôts de la MONUSCO. Et ils étaient déjà à Goma parce qu'il y avait des trahisons. Et qu'est-ce que les généraux ont fait? Ils ont abandonné les troupes. Ils sont allés vers Bukavu. Et vous savez, un soldat formé, commando, sans commandement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ainsi qu'il y a eu ce débat. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui se sont déguisés en civil. Il y en a qui sont dans la brousse. Il y en a qui sont toujours aux alentours là. Ils se sont déguisés parce qu'ils se sont rendus compte que nous n'avons pas de commandant maintenant. Il y a un commandant qui était à Saké, commandant Major Kabwe, et un autre lieutenant qui ont replié sur Goma pour essayer maintenant d'organiser les troupes. C'est ainsi qu'il y a eu cette résistance. Mais comme on avait brouillé le serveur, qu'est-ce que je dis? Brouillé comment on appelle les radars. Alors, ça n'a pas permis à l'aviation, comment on appelle, donc militaire congolaise d'opérer. Et puis, il y avait risque aussi que s'ils ne pouvaient pas retrouver les coordonnées aéronautiques, on pouvait aussi les descendre. C'est ce qui a permis à ces gens-là d'entrer. Et comment ça s'est fait? Donc, tout le matériel a été donné par les Occidentaux pour aider le Rwanda à prendre. Parce qu'en réalité, ceux qui veulent prendre le Rwanda, qu'est-ce que je dis? Prendre le Congo. Oui. Et prendre cette partie où il y a beaucoup de coltan, où il y a beaucoup de lithium, et tout ça sont les Occidentaux. Alors, M. Mbouma, est-ce que on peut dire que Tshisekedi paye le prix de son patriotisme, tel que le professeur le décrit, hein, comme c'est l'image de peut-être de Mobutu aussi, hein, c'est-à-dire que moi, Mboka, Naye, tout ça, il ne veut pas que. Est-ce que c'est ça qu'il paye finalement? Vous savez, le problème du Congo-Kinshasa est un problème qui remonte à très loin. N'oubliez pas que tout de suite après l'indépendance, le pays était perturbé. Essayez un peu de vous repositionner là, parce que j'ai du mal à vous zoomer là. Mais là, je suis au milieu là, au milieu de mon écran. Ok, allez-y. Oui. Donc, je veux dire, c'est un pays qui est tout le temps secoué par des guerres, par des sécessions. Souvenons-nous du Katanga. À chaque fois, le problème qui se pose, c'est celui d'avoir la main sur ce carré de l'Afrique. Et il ne faut pas oublier également que les Congolais eux-mêmes prêtent le flanc à ce désordre-là. Ce n'est pas, si peu dire que pour pouvoir sortir
le Congo-Kinshasa de la situation de crise permanente dans laquelle elle évolue, il faut que la culture qui baigne au niveau de l'élite politique change totalement. Elle doit changer en ceci que ils doivent être conscients de ce qu'ils ont dans les mains. Tout le monde se bat pour pouvoir mettre la main dessus. Donc, il y a un intérêt effectif dans ce pays-là. Mais comment est-ce que l'élite congolaise ne réalise pas ça? On ne peut pas se contenter des miettes que nous donnent les autres pour pouvoir perturber la vie de votre pays. C'est ce que nous voyons également en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. On a affaire à un régime qui n'a pas compris que le Congo tient aussi des ressources qui peuvent lui permettre de passer au-delà de la pauvreté pour pouvoir donner l'essentiel de ce qu'ils ont. On m'entend pas? On m'entend pas? Je vous entends, j'étais avec Georges au téléphone. Voilà. Donc, on ne peut pas, moi je ne comprends pas que Kabila, connu et réputé rwandais, vienne s'asseoir sur le fauteuil de Kasavubu, le fauteuil de Mobutu, pour pouvoir diriger le Congo. Quelque chose ne va pas. Il faut qu'on nous explique ça. C'est comme si tu partais t'installer au Gabon et tu fais ton désordre comme tu veux. Ça n'a pas de sens. Donc, cela étant, je crois qu'il nous faut effectivement pointer la responsabilité des Congolais dans le désordre qui a lieu dans le pays. Parce que ceci ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de complicité avec l'étranger. Mais il faut identifier ces acteurs-là, les dénoncer, les mettre sous clé et faire des procès ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir des ressources de cette nature. Donc, on a des moyens. On a les moyens d'avoir des moyens. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais eux-mêmes n'en ont pas conscience? Kabila, je voulais parler de Tshisekedi. C'est vrai que je suis un peu gêné d'en parler parce que il est conscient de ce qu'il y a dans son pays. Il sait que le Congo est son pays. Mais j'ai l'impression qu'on joue à un jeu de type Monopoly où chacun fait ce qu'il peut. Si ça va, ça va, ça va pas, on s'en fiche. Mais c'est quand même pas... Il s'agit du Congo, pour ça. Il s'agit du Congo. C'est pas n'importe quoi, ce pays-là. Si nous n'avons pas confiance de ça, je crois que tout débat autour de cette question serait nul et de nul effet, parce que les enjeux qu'il y a autour du pouvoir à Kinshasa et autour des ressources du pays au Kivu notamment, ce sont des éléments qui devaient effectivement interpeller chacun de ces acteurs politiques pour qu'on passe à autre chose et vite. Sinon, ça sera toujours les mêmes trucs, des populations qui circulent d'un bout à l'autre de la région avec des coups de feu partout et puis des trous béants qu'on nous présente comme étant des lieux où on vient s'enrichir et en toute impunité. Quelque chose ne va pas. On a beau parler, hein, moi j'ai entendu le professeur parler, effectivement, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais je crois que c'est la responsabilité des Congolais eux-mêmes au départ pour prendre conscience de ce qu'ils ont entre les mains. Voilà, Christian Ouagombe, nous sommes toujours sur les complicités, sur les infiltrés. On a du mal à comprendre, moi j'ai du mal à comprendre le rôle de la MONUSCO là-bas. On a dit que même le président lui-même, Tshisekedi, n'en voulait pas. On n'en veut plus. Le peuple n'en veut plus. Que fait cette MONUSCO? On a vu que Goma a été comme ça pris sans difficulté. Oui,
Pour anticiper le pays est tellement vaste. Donc, il y a ce qu'on appelle la vie de château. La vie de château, c'est qu'on trouve à manger, on trouve un logement, mais comment le partager? La vie de château, ça veut dire quoi? Nous ne reviendrons plus sur l'énoncé diplomatique, mais nous irons à la résolution. La résolution, peut-être par des moyens militaires. Il y a deux grandes notions que j'aimerais rappeler. La non-assistance, de la même manière que le Burundi intervient militairement, qui ne rentre pour nos institutions ni les institutions. La non-assistance, c'est de tourner le dos à son voisin pendant que ça brûle chez son voisin, alors qu'on pouvait utiliser des moyens légaux de défense, d'intervention, de prévention et de prévision. La prévention, on met les outils, on met les arguments pour se prévenir d'un danger. La prévision, si malgré tout le danger arrive, comment résoudre et que ça ne puisse pas se reproduire. J'ai parlé de la vie de château parce que en repartissant les tâches, le mandat passé de Félix Tshisekedi et la transmission du pouvoir, comme ont cité les co-panélistes, c'est une transmission en fait sur le papier. Pendant 18 ans, le pillage et l'infiltration est tel que voilà, des responsables des hauts cadres militaires. Il y a même eu un chef d'état-major général d'armée, James Kabaré, étranger, donc rwandais, etc. Bon, pour la résolution, ce sont des équipements militaires. Voilà, les visions nocturnes, caméras thermiques, les GPS, les cartes, le brouillage, les communications, le téléphone satellitaire, paralyser par exemple les transports, le contrôle des masses et des canaux, les canaux différents. C'est d'avoir une communication. À telle heure, on ouvre le canal, tout le monde peut suivre la radio. Quelles sont les instructions qui seront données, soit pour déplacer la population, soit pour un rationnement alimentaire. Tel jour, on donne la nourriture. On ne donne pas le carburant le même jour que là. Donner la nourriture pour éviter un effet de panique. On donne le carburant vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, quelqu'un a le carburant pour toute sa semaine. Et les casernes militaires ne sont jamais en ligne droite. On les met gauche à droite, de l'avant, uptown, downtown, sortie de la ville, entrée de la ville, ou bien downtown, les quartiers populaires, etc. C'est des mesures immédiates, mais il faut les prendre rapidement. J'ai même cité un exemple, les Chinois, au sein du BRICS+, une task force, une force d'interposition chinoise, en partie des instructeurs, donc des hauts gradés, qui donnent des grandes lignes. Et au niveau de Kinshasa, ce sont les Indiens, donc le passeport indien, l'Inde, New Delhi. Les Indiens seront là pour la guerre électronique informatique depuis Kinshasa. Les hauts cadres militaires chinois au sein du BRICS+, pour donner des instructions sur place, Goma, Bukavu, sans oublier le Katanga. Voilà, avec l'utilisation des drones aujourd'hui, les drones du Bayraktar venant de Turquie, etc. Alors, professeur Yemei, je reviens sur la MONUSCO. À mon avis, elle est devenue sans objet, puisque les Congolais n'en veulent pas, le président n'en veut pas. Sert-elle de diversion? Bon, la MONUSCO, c'est une, je pourrais l'appeler une force d'occupation. Je sais que l'ONU lui donne beaucoup de noms alléchants. Donc, ils sont là, les policiers de la paix ou les soldats de la paix. Ils ne sont pas là pour la paix parce que c'est eux qui ont alimenté les conflits. C'est eux qui ont donné beaucoup d'armes à tous les groupes pendant plus de 20 ans, 25 ans. Et c'est eux qui font entrer les infiltrés au Congo. Ce sont eux qui orchestrent et ce sont eux qui prennent des choses au Rwanda, ils amènent au Congo et puis qui facilitent même l'exploitation des minéraux. Alors, vous devez vous poser la question pourquoi ils ne veulent pas quitter. Ils ne veulent jamais quitter. Et au mois de mars, généralement, c'est à cette époque qu'on renouvelle leur mandat. Et chaque année qu'ils sont là, avant le mois de mars, ils créent eux-mêmes une crise. Soit il y a
un génocide, des massacres ou des affrontements et tout ça pour qu'ils aient une raison de continuer à rester. Et puis, beaucoup sont en train d'exploiter les minerais parce qu'on en a attrapé beaucoup dans leur tank qui s'écroulent et puis on voit des sacs de coltan sortir, on voit des sacs de ceci sortir. Donc, eux-mêmes sont en train de s'enrichir au Congo, sont en train de voler. C'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est sont eux qui alimentent ces conflits-là. Ils veulent que ça continue. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait une solution. Parce qu'il y a une solution, ils ne pourront plus voler. Et vous allez voir qu'on dépense plus d'1 milliard pour la présence de ces gens-là qui n'interviennent jamais. Tous les massacres qu'il y a eu là, c'est sous la barbe de la MONUSCO. Alors, la paix, c'est laquelle? Ils sont venus faire la sécurité de qui? C'est ça le problème. Et ils sont là pour compter les morts, constater ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Donc, s'il y a quelques rarissimes qui ont été peut-être tués, c'est peut-être par des balles perdues, bien par certaines mésententes, mais généralement, ce sont eux qui orchestrent tout. Dernièrement, j'ai reçu les rapports de mes paroisses Goma, et que c'est eux qui avaient déjà infiltré les Rwandais, les soldats rwandais dans leurs entrepôts. Ils étaient déjà à Goma. Et comme ils sont sous le régime diplomatique, on ne peut pas fouiller leurs véhicules, alors ils en profitent pour faire circuler les armes et les soldats et infiltrer les gens. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Comme au mois de mars ici, on devait revoir leur mandat, voilà. Ils ont tout fait pour faire tomber Goma. Comme ça, ils ont raison de ne plus partir. Ils veulent rester là pour toujours. Donc, ce sont eux qui surveillent le pillage. Le pillage dans le sens qui protège les pillages et les massacres pour être sûr que ceux qui les financent puissent toujours avoir leurs dividendes dans les ressources du Congo. Donc, et puis là, il faut revenir même à l'ONU. Quand on a parlé de l'ONU et on a créé ce qui était cette Société des Nations qui est devenue l'ONU en 1948, j'ai relu un peu le discours de la femme de Roosevelt et tout ça, et vous allez vous rendre compte qu'en 1948, il n'y avait pas de Noirs là-bas, dans cette réunion de la création de l'ONU. Et je ne pense pas que quand on avait créé l'ONU, on avait parlé de droits, les droits humains là, les humains là, ce n'était pas vous et moi, c'était eux-mêmes. C'était eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens se cotisent et donnent beaucoup d'argent pour défendre l'Ukraine et ne pas défendre le Congo où il y a eu plus de massacres que jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais nommé ou qualifié comme génocide. C'est plus qu'un génocide. Plus de 6 millions ou 10 millions ou 15 millions, les statistiques sont très fluides. Mais en tout cas, c'est plus que la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus que l'Ukraine, c'est plus que partout. Mais personne au niveau des Nations Unies ne peut qualifier cela de génocide. C'est pourquoi, justement, on parle de complot international. Alors, professeur Limay, je reviendrai sur vous quand nous allons aborder les difficultés, notamment dans quelle mesure Tshisekedi peut chasser, bouter hors du territoire le petit Rwanda et pourquoi? Est-ce qu'il y a une compromission lui-même? Parce que j'ai appris quelque part que lui-même également, non, Tshisekedi et Kagame finalement ont les mêmes maîtres. Est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi ne s'en remet-il pas aux autres, notamment aux BRICS, pour assurer sa sécurité? Je reviendrai sur vous dans quelques secondes, mais on va voir si Georges peut intervenir. Alors Georges, est-ce que vous entendez? Georges? Bon, on va essayer quand même de lui donner la parole parce qu'il est en train de nous appeler, hein, de tenter de nous joindre. Voilà, on va donc appeler Georges. Bon, pendant que nous avons Georges, bon voilà, il est là. Georges? Oui. Ouais, est-ce que tu peux intervenir en audio? C'est compliqué, hein, parce que comme bon, mais vas-y. Vous avez dit, comme je ne vous ai pas entendu. Je voudrais avoir votre point de vue sur le complot international dont on parle pour la gestion ou le pillage des ressources de la RDC. Est-ce que vous pouvez me faire une réflexion en quelques 2 minutes sur cet aspect du problème? Je crois que le complot, il est vraiment avéré maintenant. Hein, maintenant, que dire de ce complot-là, hein, parce que même
même aujourd'hui, je suis allé voir un panafricain du quotidien, c'est-à-dire un marchand d'aliments. Même la marchandise n'a pas été acheminée en Europe. Toutes les marchandises venant du Congo, de Congo d'ailleurs, Air France a bloqué tout. Comme si c'était une manière aussi de participer à ce boycott du plus grand pays d'Afrique, hein, quand même. Oui. Et donc, on voit bien que les ressources que regorge le Congo, étant importants, ils sont en train de se débourser sur cette région-là, parce qu'ils sont chassés de partout. L'Afrique de l'AES, par exemple, ils ne veulent plus y accéder, et donc il y a vraiment une sorte de pénurie de matières premières. On comprend que la France est affaiblie actuellement. Ils n'ont plus la même mise, ce qui pouvait faire leur richesse. Et donc, dans la suite de Trump, disons avec l'appui d'ailleurs du racisme, puisque maintenant on voit bien que toutes les droites sont en train de se réunir. Oui. Par exemple, aujourd'hui, à Madrid, oui. Il y a une rencontre de toutes les droites dans la foulée de Trump. Ils voudraient se rattraper de ce côté-là, parce qu'ils ont perdu tout contrôle de l'Afrique de l'Est. Alors, Georges, oui. Georges, c'est la question que je voulais poser au professeur Yemei, là, dans la suite. Alors, peut-on penser que Tshisekedi et Kagame, que les deux fassent, ce soit des gens qui signent justement à la même place, notamment? Est-ce qu'ils ont tous les mêmes maîtres? Au point où Tshisekedi, on dirait de Tshisekedi qu'il a les mains liées parce que en fait, il ne peut rien. Il est sous une tutelle, la même tutelle que Kagame. Bon, moi, j'ai l'impression quand même que l'appel vibrant, hein, j'ai bien aimé son appel là, oui, l'appel au peuple, oui, hein, qu'il a fait, redore un peu son blason, parce que j'ai le sentiment qu'il voulait être dans les pays non alignés. Hein. Il pourrait avoir une sorte de posture comme ça, c'est même une sorte de paradigme, d'aller défier les temporalités, enfin la manière de gérer le temps, c'est de dire, bon, je ne veux pas m'aliéner un autre colon qui viendrait remplacer un autre colon, oui, hein, et donc je fais appel au peuple pour changer un peu les temporalités, hein, changer un peu s'appuyer sur l'anthropologie cognitive, hein, que évoque souvent le professeur Yemei, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, retour un peu aux sources, retour un peu aux sensibilités, à l'émotionnel de la population. Maintenant, il va falloir passer à une sorte d'intelligence de savoir scientifique et tout ça, épistémique, enfin, il lui faut maintenant, Georges, il lui faut capitaliser ce soutien, je dirais, sans conditionnel du peuple, hein, ce qu'on a vu partout dans toutes les villes de l'RDC. Je reviens, Georges. Professeur Yemei, je vois que vous êtes sur la même question. Est-ce que vous voyez qu'il a les mains liées pour agir et chasser le petit Rwanda du Congo? Bon, les mains liées, oui et non. Oui, parce que les mains liées, il est lié par le fait qu'il ne veut pas créer beaucoup de bains de sang au Congo, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les populations congolaises meurent beaucoup. C'est pourquoi il se réfrène un peu. Mais non dans le sens que s'il y a guerre et si on est arrivé jusqu'à chercher à prendre Goma, c'est parce qu'il ne veut pas avoir les mains liées.
Donc, on veut le pousser maintenant à négocier, c'est-à-dire le mettre dans des conditions telles que lui accepte ce qu'ils veulent, parce que finalement, la guerre, là, c'est la politique qui est faite autrement. Et dans la guerre, c'est un groupe qui veut imposer sa volonté. Et lui est contre cette volonté. Quand il refuse de négocier, donc il refuse d'accepter l'imposition de cette volonté-là des Occidentaux impérialistes. Et il se veut, on dit qu'il se veut plus ou moins équilibriste, il est trop dans la diplomatie et ça retarde les choses, alors que le peuple, lui, veut de la méthode forte. Bon, il n'y a pas que vous, hein, vous pouvez prendre la parole. Hein, oui, mais le problème qui est là, sur le problème, c'est que Tshisekedi, il est en train de se révéler comme un fin diplomate. Donc, c'est-à-dire qu'il a des informations que toute la population n'a pas. Oui, ça je peux le croire. C'est un fait. Oui, alors, lui, il est en train de faire son combat sur le plan diplomatique et il ne voulait pas prendre une mesure forte avec une armée infiltrée. Voici l'exemple. Les gens veulent entrer dans votre pays, vous avez des généraux avec les troupes, ils abandonnent les troupes et ils partent. Alors, qui déclare la guerre avec des généraux comme ça, qu'est-ce qui va advenir? Donc, c'est là où se trouve sa prudence. Et c'est là où se trouve le fait qu'il ne veut pas aller trop vite en besogne pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que là, le Congo a été humilié. Alors, le Congo a tous les matériels qu'il faut, mais avec un mauvais commandement. Des faux Congolais qui sont comme généraux, qui se font corrompre. Et maintenant, ils ont abandonné les troupes. Alors, si vous allez en guerre dans ces conditions-là, vous connaissez les résultats dès le départ. C'est ce qui fait que Tshisekedi est lié par cette réalité-là, mais n'est pas lié par les Occidentaux, parce que s'il était lié par les Occidentaux, il n'allait pas lui faire la guerre. Voilà. Christian, vous demandez la parole, là, rapidement, et puis on va passer oui, je vais la parole parce que je vais intervenir 10 minutes et après, malheureusement, je vais quitter l'émission. Voilà. Non, nous allons refermer sur la diplomatie. Le problème, c'est qu'il faut agir vite. Le président de la République déclare la guerre, il a raison, mais pas dans ces conditions. Il a raison dans le sens de la défense de la nation et dans ses priorités. Le président de la République, selon la Constitution, est garant de l'ordre, de la stabilité, de la sécurité des citoyens de la République, et par les institutions, et par le vécu, et même les frontières, qui sont là des missions régaliennes de l'État. MONUSCO, la mission de la MONUSCO devait prendre fin il y a très longtemps. Je recommande à nos téléspectateurs qui pourront resuivre le film Hôtel Rwanda. C'est le meilleur film résumé de ce qui s'est passé au Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, on risque même de vouloir, même, je ne sais pas, sur YouTube, sur différentes plateformes, ou bien ceux qui ont la cassette vidéo, ou bien le CD-ROM à l'époque, recommencer à suivre ce film de Hôtel Rwanda. Ça veut dire quoi? D'avoir des équipements de défense et de sécurité renforcés à Kinshasa. Brazzaville et Kinshasa ont des fréquences partagées. On a laissé un micro ouvert. À Brazzaville, à l'aéroport, on change juste un bouton, on écoute à Kinshasa, et la même chose, Kinshasa écoute Brazzaville. Ça fait 80 ans que ça existe. Et quand je demande la fin de MONUSCO, ce n'est pas ma volonté. C'est le général des armées, Sekouba Kanouté, de Guinée-Conakry. Il est le commandeur en chef des forces armées africaines unifiées au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine. Donc, les pays africains ne font pas leur inventaire. Les pays africains se regroupent par des alliances. Les alliances sous-régionales, ça fait à peine 5 ans qu'ils interviennent réellement sur le théâtre des opérations. Donc, Kinshasa, méfiez-vous, surveillez le fleuve. Gombe, on croit que l'Union africaine fait partie du problème aussi. Surveillez le fleuve, surveillez le fleuve. Ne cite pas le Rwanda comme un pays agresseur. Hein, parce que... Dans ce cas, les forces unifiées, vous marchez sur Kigali. Et ils viendront juste pour constater. Ce sont des bibliothécaires qui viendront faire la bibliothèque, c'est tout. À vous. Monsieur Mbouma, je vous voyais prendre des notes. Vous avez peut-être une dernière intuition sur... nous sommes en train de refermer. Est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt privilégier la diplomatie comme ça se passe en Tanzanie? Le professeur Yémé, je ne sais pas si c'est maintenant qu'ils se réunissent là-bas, hein, la SADC et l'autre organisation. Alors, est-ce qu'il faut... Voilà, est-ce que beaucoup plus
s'appuyer sur la diplomatie, ou encore que Tshisekedi, justement, prenne son courage à bras le corps pour aller signer avec les BRICS ou avec la Russie comme l'ont fait les amis de l'Afrique de l'Ouest. Car j'ai suivi beaucoup de blogueurs qui croient qu'il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire, il a besoin simplement de signer avec une autre puissance pour équilibrer la force, les forces. Le problème, c'est que sur le terrain diplomatique, l'Afrique a des défaillances notables. Oui. N'oublions pas qu'au plan international, les institutions des Nations Unies sont à cet égard défaillantes également. C'est des institutions qui ne fonctionnent que dans l'intérêt des puissances occidentales. Elles ne font rien pour pouvoir régler les choses en faveur des pays africains qui le sollicitent. Donc, déjà de ce point de vue-là, quand on voit que au niveau des Nations Unies, il y a des problèmes sérieux où vous trouvez même des Africains qui élèvent la voix pour souligner l'inefficacité de ces institutions. Et le même problème aussi tient au fait que notre pôle continental, à partir des institutions que nous nous sommes données et qui sont regroupées au sein de ce que nous appelons l'Union africaine. Là aussi, il y a des problèmes de défaillance qui sont sérieux. Parce que on ne peut pas comprendre que nous ne puissions pas être considérés, même quand nous voulons parler d'une seule et même voix. Et même à ce niveau-là, l'inefficacité de l'Union africaine est constatée, elle est avérée. Au niveau des institutions des Nations Unies, c'est la même chose. Nous ne pouvons rien faire. Donc, nous sommes les dindons de la farce dans tout ça. Nous sommes des dindons de la farce dans la mesure où, même si nous nous référons à des puissances étrangères individuellement, en France, aux États-Unis, etc., ils sont tous d'un commun accord, d'accord sur le fait que l'Afrique doit disparaître. C'est de la disparition de l'Afrique qu'ils sont en train de travailler. Comment vous pouvez penser qu'au niveau des institutions des Nations Unies, une institution comme l'OMS soit une entreprise privée? Et beaucoup de ces institutions sont comme ça. Donc ils ont des intérêts à eux. Ils ne pensent qu'à ça. Quelque part où on peut vraiment nuire à l'intérêt ou aux intérêts de l'Afrique, ça les arrange. Et nous ne comprenons pas. Alors on joue le jeu de telle puissance, on joue le jeu de telle organisation internationale, etc., et on croit qu'on est vraiment protégé comme ça. Non, tout est à revoir. Au niveau de l'Union africaine, on doit tout remettre à plat. Sinon, nous sommes en train de partir vers la fin, là. Nous ne maîtrisons rien. Qu'est-ce que nous avons entre les mains? Rien. Voilà, nous allons dans tout à plat de couture. Même le siège que nous occupons là-bas a été conçu par d'autres, donc nous n'avons aucune liberté à décider. Une diplomatie qui a échoué. Alors, professeur Yémé, vous allez refermer, conclure avant de partir sur que faire. Bon, ce qu'il faut faire. Il faut libérer Goma. Je voudrais vous voir pragmatique sur la situation. Oui, comment on appelle, la pédagogie des opprimés a déjà été faite par le président à travers son discours. Il a conscientisé la population et surtout la jeunesse. Et vous voyez l'engouement des jeunes partout sont en train de s'enrôler dans l'armée. Ça, c'est un. De deux, la solution est militaire. La solution n'est pas diplomatique. Les gens qui se permettent de venir jusque chez vous entrer, c'est comme quelqu'un qui vous foutez le doigt dans la bouche pour voir si vous avez des dents ou pas. Alors, oui, il faut vraiment répondre donc dans ces rapports de force. Il faut répondre, le langage que Kagame peut entendre, c'est le langage de la force. Il faut que les Rwandais commencent à fuir donc leur maison, qu'ils commencent à mourir
comme au Congo, alors ils vont comprendre ce qui se passe. Donc, il faut armer la population, non seulement les militaires. Il faut armer la population comme on a fait en Ukraine et que ces gens-là viennent, qu'on se batte et qu'on entre au Rwanda et puis qu'on chasse Kagame du pouvoir et on aura la paix. Donc, toutes ces conciliabules qu'on est en train de faire là, c'est une diversion. Et remarquez que chaque fois que le Congo fait des avances, la communauté internationale intervient pour demander les cessez-le-feu, de ceci, cela. Quand il y a des cessez-le-feu, pour gagner du temps, hein? Ils sont en train d'armer le Rwanda, consolider, donner d'autres armes sophistiquées, et puis après, ils reprennent. Donc, on n'en finira jamais. Il faut absolument une solution militaire, donc armer même la population. Et puis que nos militaires fassent une invasion au Rwanda, parce qu'on a le droit à ce qu'on appelle... Le droit de poursuite. Hein? Droit de poursuite et de légitime défense. Nous avons été agressés pendant plus de 30 ans et on ne fait que parloter. Il faut agir, il faut combattre, il faut envoyer l'armée là-bas. Les jeunes sont là. Les jeunes seulement des Goma, s'ils entrent au Rwanda là-bas, tout le monde sentira qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a des paramètres comme la démographie qui est là, qui joue en notre faveur. Nous avons déjà beaucoup plus de militaires qu'eux, et puis nous pourrons en avoir davantage. Et puis, il faut seulement armer les gens, les conscientiser et entrer au Rwanda. Est-ce que vous avez un message direct adressé au président Tshisekedi lui-même, qui est le commandant en chef de cette armée? Oui, le message direct, c'est que le Congo n'est pas une paroisse pour venir prêcher. Nous sommes en guerre, il faut combattre par les armes. Il ne faut pas venir ici commencer à faire les juridismes, essayer de plaire à qui que ce soit, parce que Kagame qui viole toutes les lois internationales, personne ne le condamne. Alors, parce que personne ne le condamne, et cela, ça crée une jurisprudence sur le plan du droit international. Intervenez aussi parce que c'est vous qui êtes victime. C'est tout. Il n'y a pas à philosopher là-dessus. Voilà, merci donc d'être venu, professeur Yemei. Alors, Christian Noah Gombe, hein, et nous allons terminer avec Georges Tiba qui est au téléphone. Gombe, que faire finalement? Allô? Voilà, il a des soucis de micro. Hein. Alors, on va prendre Georges. Je vois que Christian n'est pas... Allô, Christian? Allô? Je suis là. Allô? Oui, je veux conclure. S'il vous plaît, de suivre le film Hôtel Rwanda, c'est le meilleur résumé. Numéro 2, protéger la ville de Kinshasa par des équipements. Et pour terminer, l'art de la guerre de Sun Tzu, je traduis pour vous légèrement. La doctrine fait naître l'unité de pensée. Donc, la doctrine fondamentale de protéger son peuple, elle va faire l'unité dans laquelle le peuple va penser, dans telle direction. Elle nous rend intrépides et impitoyables dans les malheurs et dans la mort. À la guerre comme à la guerre. La partie diplomatique est terminée. Militairement, vous marchez sur Kigali et les bibliothécaires viendront constater de refaire la part. Merci, à vous. Alors, Georges, vous allez refermer donc ce journal. Vous êtes le dernier à conclure. Alors, dites-nous, que faire? Goma toujours occupé. On a vu Christian Nanga à un meeting, justement, bomber le torse pour dire que désormais, il était lui le patron de... Corneille Nanga, s'il vous plaît, M. John Lewis. Corneille Nanga. Corneille Nanga, excusez-moi, je pensais à Christian Malanga et autres. Voilà. Dites-nous, que faire finalement? Est-ce qu'il faut privilégier la diplomatie? On l'a montré qu'elle a échoué. On a montré également que... bon, le professeur Yemei est parti, mais lui croit qu'il faut utiliser la méthode forte pour chasser le petit Rwanda. Est-ce que, je reviens sur ma phrase, Tshisekedi n'a-t-il pas les mains liées? Hein? Est-ce qu'il est limité pour chasser ce petit Rwanda? Doit-il justement trouver un autre maître pour justement se débarrasser de Kagame? C'est à vous, au téléphone. Alors, moi, je pense que le salut va venir du Rwanda. Hein, c'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a insisté là-dessus, à l'intérieur du Rwanda, il y a une opposition qui est en train de ne pas accepter ce qui se passe. Hein? Et donc, la révolte va venir du Rwanda et du Burundi, hein? Et que cet axe-là, hein, qui est rejoint aussi par l'Afrique du Sud, risque
de renforcer quand même la révolte de la population, hein, oui. et que l'appel à la population, à une population qui n'est pas formée, hein, c'est-à-dire il ne suffit pas simplement de ranger les foules, hein, il faut aussi à un moment donné de rentrer dans un processus de formation, mais c'est un peu trop tard, quoi. C'est-à-dire que c'est avant qu'il fallait les former, hein. Hein, ça fait 30 ans qu'on doit former quand même une armée qui va riposter et qui à ce moment-là pourrait s'adresser. Le professeur Yemei a souligné que ce travail était en train d'être fait, hein. Depuis son premier mandat, il a envoyé des gens à l'étranger parce que pour la plupart, c'était des officiers rwandais qui dirigeaient cette armée. Maintenant, on essaie un peu d'équilibrer les choses. Oui. Mais peut-être qu'au moment où ça risque de basculer, c'était à ce moment-là qu'il faudrait que les officiers qui sont déjà en voie de formation, ils viennent faire leur stage de pratique sur le terrain. Il faudrait qu'ils reviennent maintenant aller le retour sur l'expérience, hein, et que il ne faut pas qu'il reste... certainement, parce qu'on n'aura pas englouti des millions de dollars pour rien, pour les former. Bon, allez, voilà. Voilà, nous allons donc refermer ce journal. Merci donc d'être venu, Georges, en audio, en dépit des difficultés que vous avez connues. Nous parlions aujourd'hui de la RDC, une RDC toujours attaquée, victime d'un complot, on l'a dit dans ce journal, complot international pour le pillage ou le contrôle des ressources de ce pays. C'est bien regrettable. Nous avions sur ce plateau Moubouma Chéri de notre rédaction qui est politologue. Nous avions le professeur Yemei qui est théologien, philosophe également, journaliste. Nous avions Christian Ouagombe qui est spécialiste des questions de sécurité. Vous-même, Georges, vous êtes psychanalyste et également membre de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.